Elle était diffusée en direct par la caméra de sécurité du salon que je surveillais. J'étais assise dans ma voiture glacée garée à 50 mètres dans l'obscurité, les observant trinquer avec mon grand cru de Bordeaux. Ils pensaient que j'étais enfermée dans une clinique psychiatrique. Ils ne savaient pas que je détenais les clés numériques d'administration de toute la propriété. La mission de protection est terminée, maman, ai-je chuchoté. J'ai appuyé sur réinitialisation du système. Instantanément, tout le chalet est devenu noir. À l'intérieur, les lumières se sont éteintes d'un coup. Ce n'était pas un vacillement. C'était un blackout total. L'éclat chaleureux et accueillant du lustre a disparu, plongeant la grande pièce dans des ombres grises. Sur l'écran de mon téléphone, le flux en direct de la caméra de la bibliothèque est passé en mode infrarouge. J'ai vu mon père Marc se lever renversant son verre de vin. Le liquide sombre s'est propagé sur la table comme de l'encre, mais personne n'a bougé pour nettoyer. Ils étaient trop occupés à fixer leur téléphone. Ma sœur Chloé est une influenceuse. Elle vit toute sa vie sur un écran, mais elle n'a jamais pris la peine de changer l'email de récupération par défaut sur le hub de la maison intelligente. Il a suffi d'un clic pour le récupérer. Je n'ai pas seulement coupé la connexion. J'ai réinitialisé le routeur sur un réseau caché que j'avais configuré quelques jours plus tôt. À l'intérieur, leurs écrans sont devenus morts. Pas de signal, pas d'internet. Mais ici dans ma voiture, mon tableau de bord restait parfaitement éclairé, diffusant chaque seconde de leur panique en haute définition. J'ai fait glisser mon pouce sur la deuxième commande. Verrouillage de sécurité. Même à travers le verre épais, j'ai imaginé le bruit sourd et mécanique des peines dormants se mettant en place. Porte d'entrée, porte arrière, accès au garage, tout était verrouillé. Puis le contrôle du climat. J'ai fait défiler la roue numérique vers le bas. 20 degrés 15 10 5. Dehors, le vent des Alpes hurlait à moins 10 degrés. À l'intérieur, la chaudière a vrombé une fois puis s'est arrêtée. Le silence dans cette maison devait être assourdissant. Voir ma mère Isabelle resserrer son châle en cachemire sur ses épaules a fait revenir le souvenir si fort que je pouvais goûter la bile. C'était à Noël dernier. J'étais entrée discrètement dans le vestiaire en secouant la neige de mes bottes quand j'ai entendu sa voix s'échapper de la cuisine. Elle tenait salon avec ma tante, parlant sur ce ton feutré et tragique qu'elle avait perfectionné depuis des années. Nous devons garder l'acte de propriété à notre nom, avait-elle dit, car Léa est fragile. Tu sais comment elle est. Si nous la laissons contrôler un tel atout, elle le vendrait pour s'acheter de la drogue en une semaine. Nous faisons cela pour la protéger d'elle-même. J'étais restée là, figée, la main sur la poignée de la porte. De la drogue. Je n'ai jamais touché à la drogue de ma vie. J'ai une habilitation de sécurité pour mon travail. Je passe mes journées à auditer des fraudes à l'assurance complexes pour la brigade financière, mais la vérité n'avait pas d'importance pour eux. Ils avaient besoin d'une histoire. Ils avaient besoin d'un méchant pour pouvoir jouer les héros. Ils ont assassiné ma réputation pour justifier le vol de ma propriété. Ils m'ont transformé en une histoire de fantôme toxicomane juste pour se sentir légitime de vivre dans mon chalet de montagne. Ce souvenir brûlait plus fort que le chauffage que je venais de couper. Sur l'écran, j'ai vu Chloé coller son téléphone contre la fenêtre, essayant désespérément de trouver une barre de réseau. C'était inutile. Le chalet a été construit avec de la pierre épaisse et du verre renforcé. Sans le pont Wi-Fi, c'était une cage de Faraday. Ils étaient piégés dans le noir, dans le froid, sans plus aucun public pour qui jouer la comédie. J'ai ajusté mon siège chauffant et pris une gorgée de café. Ils voulaient protéger la maison contre moi. Très bien. Maintenant ils étaient enfermés à l'intérieur et je ne faisais que commencer. À l'intérieur du chalet, la panique commençait à trouver son rythme. J'ai regardé sur le flux infrarouge mon père Marc frapper le panneau mural du thermostat. Rien ne s'est passé. Ma sœur Chloé tenait son téléphone haut en l'air, marchant en cercle comme si elle essayait d'attraper un signal satellite avec un filet à papillons. Ils avaient l'air confus, agacés, peut-être un peu effrayés, mais ils n'avaient pas l'air coupables. Pas encore. Ils ont fait une erreur critique quand ils m'ont ciblé. Ils ont oublié ce que je fais dans la vie. Je suis enquêtrice principale en fraude. Je ne regarde pas seulement des tableurs. J'observe les comportements. Je traque les tremblements microscopiques dans une chronologie financière qui hurle au vol.
Quand j'ai finalement braqué cette lentille sur ma propre vie, l'image était limpide. J'ai ouvert le dossier sur mon siège passager juste pour me ravir la mémoire. C'était lourd. 45 000 € de dette de carte de crédit. Ouverte à mon nom signé avec une contrefaçon si paresseuse que c'en était insultant. C'était Marc. Il avait besoin de pré-relais pour des entreprises qui n'ont jamais existé. Puis il y avait les retraits. 12 000 € chaque mois siphonnés de l'héritage que ma grand-mère m'avait laissé. Ma mère Isabelle les qualifiait de frais de gestion. Elle gérait mon argent directement dans sa garde-robe de luxe. Pendant des années j'ai laissé faire. Je me disais que c'était normal d'aider sa famille. Je me disais que j'étais généreuse mais je n'étais pas généreuse. J'étais en train de me faire bouillir vivante. Les gens demandent toujours pourquoi vous n'êtes pas parti plus tôt. C'est l'histoire de la grenouille dans l'eau bouillante. On ne remarque pas la chaleur qui monte jusqu'à ce que la peau pèle déjà. Pour moi l'eau a bouilli il y a 2 ans. Je rentrais chez moi sous la pluie épuisée après un double service. J'ai fait de l'aquaplanage. La voiture s'est retournée. Je me suis réveillée aux urgences avec une commotion cérébrale et une clavicule brisée. La douleur était aveuglante, blanche et vive, mais la conversation avec l'infirmière administrative a fait plus mal encore. Je suis désolée Léa, avait-elle dit en regardant son dossier, mais votre mutuelle a été résiliée le mois dernier pour non-paiement. J'étais allongée la sanglée sur une planche essayant d'assimiler l'information. J'envoyais l'argent des cotisations à mes parents chaque mois. Je n'avais jamais manqué un virement. Ce n'est que des semaines plus tard que j'ai trouvé la piste bancaire. Ils avaient détourné l'argent de l'assurance pour un dépôt chez un concessionnaire. Chloé voulait une nouvelle Audi Q8 pour son image de marque et ma sécurité avait servi d'apport. Mais ce n'était pas le moment où j'ai craqué. Le moment où j'ai craqué, c'était 10 minutes plus tard sur ce lit d'hôpital. Mon téléphone a vibré sur la table de chevet en plastique. Je l'ai attrapé, la vue trouble m'attendant à un message de ma mère me demandant si j'étais en vie. C'était un SMS de Marc. Quel est encore le code du coffre-fort mural? La batterie est morte. Pas de es-tu au courant, pas de nous arrivons. Juste une demande d'accès. J'ai fixé ces bulles grises sur l'écran jusqu'à ce que les larmes cessent de couler. J'ai réalisé alors que je n'étais pas leur fille. J'étais une ressource. J'étais un hôte et ils étaient les parasites et ils se nourriraient jusqu'à ce qu'il ne reste plus de moi qu'une enveloppe vide. J'ai levé les yeux du dossier sur mes genoux. Sur l'écran, Marc faisait les 100 pas. Il portait son manteau coûteux, celui qu'il avait acheté avec ma ligne de crédit. Il avait l'air en colère. Tant mieux. Il devrait l'être. J'avais passé 2 ans à planifier cette nuit, documentant chaque vol, chaque mensonge, chaque signature falsifiée. Je n'étais plus la fille qui gisait sur ce lit d'hôpital. J'étais l'huissier de justice et ce soir la dette arrivait à échéance. Sur l'écran, l'affichage de la température a chuté d'un autre degré. 9 degrés Celsius. À l'intérieur du chalet, le mouvement a changé. Ce n'était plus seulement de la panique. C'était le mouvement frénétique et saccadé d'animaux piégés. Ils ont d'abord essayé la porte d'entrée. J'ai vu le loquet tourner. Je les ai vus essayer de sortir dans la neige, mais ils ne sont pas allés loin. L'allée fait 400 mètres de long, elle est raide et verglacée. En bas se trouve un portail électrique de 3 mètres. J'ai désactivé le moteur du portail il y a 5 minutes. Ils étaient enfermés. Marc est revenu lourdement dans le salon, la neige collant à ses mocassins italiens. Il criait. Je ne pouvais pas entendre les mots, mais je connaissais la cadence. C'était la même façon dont il criait sur les serveurs, les voituriers sur moi. Le cri d'un homme qui croit que le monde existe pour le servir et qui est actuellement en panne. Il a pointé le thermostat. Il a pointé le routeur. Puis il a tourné les yeux vers la massive baille vitrée coulissante qui menait à la terrasse. Ne fais pas ça, ai-je chuchoté en serrant le volant. Sois exactement celui que je pense que tu es. Il a marché vers la cheminée. Il a ignoré le tisonnier et a saisi une bûche de bouleau épaisse comme une cuisse. Ma mère Isabelle a saisi son bras. Il l'a repoussé. C'est le problème avec les brutes. Ils ne savent pas comment réparer les choses. Ils ne savent que les casser. Quand ils perdent le contrôle, ils n'apaisent pas la situation. Ils explosent.
Marc a balancé la bûche. Crac. Le son ne m'est pas parvenu mais la fracture en toile d'araignée sur le flux infrarouge était magnifique. Le verre de sécurité a tenu une seconde témoignage de l'argent que j'avais dépensé pour construire cet endroit mais Marc a frappé encore et encore. Au troisième coup la barrière a cédé. Des éclats de verre renforcés ont plu sur le parquet. Une rafale de vent glacial s'est engouffrée dans le salon faisant voler les rideaux. J'ai laissé échapper un souffle que je ne savais pas que je retenais. Jusqu'à cette seconde c'était un litige civil. C'était une querelle familiale désordonnée concernant la résidence et les clés. La police déteste les litiges civils. Ils vous disent d'appeler un avocat et de partir. Mais au moment où ce verre a volé en éclats le calcul a changé. Marc n'était pas un résident enfermé hors de chez lui. C'était un intrus entrant par la force dans une propriété qu'il ne possédait pas. Il venait de commettre un acte de vandalisme et une violation de domicile. Chloé s'est précipitée par la porte brisée, téléphone à la main. Elle a dû capter un signal parasite près de la fenêtre ou utiliser l'appel d'urgence. Je l'ai regardé faire les 100 pas sur le pont criant dans l'appareil. Sa main libre s'agitait frénétiquement vers la ligne d'arbres sombres. Oui, nous sommes piégés, j'imaginais ses cris. Quelqu'un a piraté la maison. Ils nous tiennent en otage. Envoyez tout le monde. Elle pensait qu'elle se sauvait elle-même. Elle pensait qu'elle était l'héroïne de son propre film de survie. Elle n'avait aucune idée qu'elle était le témoin principal de l'accusation. Elle invitait la police pile dans le piège que j'avais tendu. Et elle le faisait avec un enregistrement criminel de l'appel. J'ai démarré le moteur. Le chauffage s'est mis en marche soufflant de la chaleur sur mes doigts gelés. Il était temps d'aller à la rencontre des invités. Les gyrophares bleus ont coupé l'obscurité des Alpes comme un stroboscope. 2 SUV de la gendarmerie ont remonté l'allée glacée, leurs pneus glissant sur la pente que je n'avais pas salée. À l'intérieur du chalet, le soulagement a été immédiat et pathétique. Au moment où la sirène s'est arrêtée, ma mère Isabelle s'est précipitée vers la porte d'entrée, celle qui était toujours verrouillée, la forçant à se faufiler à travers le verre brisé de la terrasse comme une cambrioleuse. Elle a agité les bras vers les officiers, serrant son châle, jouant le rôle de la demoiselle en détresse qu'elle avait perfectionné pendant 30 ans de mariage. Dieu merci, a-t-elle crié en se précipitant vers le gendarme de tête. Nous sommes attaqués. Quelqu'un a piraté le système. Ils nous ont enfermés dehors dans le froid. Marc l'a suivi, essayant d'avoir l'air autoritaire malgré la neige qui trempait ses chaussettes. Monsieur l'agent, je veux qu'un rapport complet soit déposé. C'est du cyberterrorisme. Nous avons été pris en otage dans notre propre maison. J'ai pris le classeur noir sur le siège passager. Il pesait 2 kilos. C'était comme une brique. J'ai ouvert la portière de ma voiture et je suis sorti dans le vent. Le froid m'a frappé instantanément, mordant à travers mon manteau, mais je n'ai pas frissonné. J'ai descendu l'allée, mes bottes craquant assez fort pour que le gendarme tourne la tête. Madame, restez en arrière, a crié l'officier, la main près de sa ceinture. Nous avons un appel pour trouble à l'ordre public. Je sais, ai-je dit, ma voix coupant le vent. C'est moi qui ai verrouillé les portes. Isabelle s'est figée, sa tête pivotant vers moi. Pendant une seconde, elle a eu l'air de voir un fantôme. Puis son visage s'est tordu dans ce masque familier de pitié et de condescendance. Léa. Elle s'est tournée vers l'officier, baissant la voix pour un murmure de scène. Monsieur l'agent, c'est ma fille. Elle fait une crise. Nous avons essayé de lui obtenir de l'aide. Elle a dû faire ça. S'il vous plaît, soyez doux avec elle. Le gendarme s'est détendu, ses épaules tombant. Il a laissé échapper un soupir qui a fait une buée blanche dans l'air. Très bien, tout le monde. Calmons-nous. Cela ressemble à un litige civil. Si vous avez les clés, entrons simplement. Ce n'est pas un litige civil, ai-je dit. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas supplié. Je suis passé juste devant ma mère et j'ai tendu le classeur à l'officier. Il a froncé les sourcils, regardant la première page. C'était une copie certifiée et notariée de l'acte de propriété. Mon nom est Léa Cross, ai-je dit. Je suis la seule propriétaire de cette propriété. Ces gens ne sont pas des locataires. Ils ne sont pas des invités. J'ai révoqué leur accès il y a 3 heures. Le gendarme a tourné la page.
Il a vu le journal de bord horodaté de la réinitialisation administrative. Il a vu la copie du SMS que j'avais envoyé à Marc il y a une semaine. Ne pénétrez plus jamais sur ma propriété. Monsieur l'agent regardait la terrasse. J'ai pointé le trou béant dans la vitre d'où la chaleur s'échappait. Cet homme vient de fracasser une fenêtre renforcée pour forcer l'entrée dans une maison qui ne lui appartient pas. Ce n'est pas une querelle de famille. C'est une violation de domicile avec effraction. Marc a fait un pas en avant, le visage pourpre. Écoutez-moi bien. J'ai payé pour cette maison. Je l'ai mise à son nom pour des raisons fiscales. Elle est mentalement instable. Des raisons fiscales ? Le gendarme a levé les yeux du classeur. Son regard était différent maintenant. L'ennui avait disparu, remplacé par le calcul froid des forces de l'ordre évaluant un suspect. Monsieur, avez-vous une preuve de propriété ? Un acte ? Une facture de service public à votre nom ? J'ai un bail, à bafouiller Marc en tapotant frénétiquement ses poches. Nous avons signé un bail il y a 3 ans. Il est dans mon coffre. Un bail, ai-je répété. J'ai regardé l'officier. Demandez-lui de vous le montrer. Puis tournez à l'onglet 3. Le piège venait de se refermer. Le gendarme a pris le document que Marc a tiré de sa mallette, un contrat de bail impeccable daté d'il y a 3 ans. Il avait l'air officiel. Il y avait des signatures. Il y avait un tampon de notaire. Pour un œil non averti, c'était une carte de sortie de prison gratuite. Vous voyez, Marc a souri, sa confiance revenant comme une mauvaise habitude. Nous avons un bail valide. C'est une affaire civile. Dites-lui de déverrouiller la porte avant que je ne la poursuive pour expulsion illégale. Je n'ai pas discuté. Je n'ai pas interrompu. J'ai juste regardé l'officier le lire. Il a levé les yeux hésitants. C'était le moment où le système échoue habituellement aux victimes. Un morceau de papier même faux crée un doute raisonnable. Et la police s'en va. Monsieur l'agent, ai-je dit, ma voix plate. S'il vous plaît, regardez le coin inférieur droit de cette page. Voyez-vous les petits points jaunes à peine visibles? Le gendarme a plissé les yeux. Quel code d'identification de machine ai-je demandé? Chaque imprimante laser couleur laisse un motif de suivi microscopique. Il vous indique le numéro de série de l'imprimante et l'heure exacte à laquelle le document a été créé. J'ai ouvert le classeur à l'onglet 3, le bail que Marc prétendait être la preuve de propriété. Le même qu'il avait envoyé par courriel à son avocat hier. À côté se trouvait le rapport médico-légal que j'avais commandé pendant la nuit. Ce bail n'a pas été imprimé il y a 3 ans, ai-je dit. Les métadonnées des points jaunes montrent qu'il a été imprimé hier matin à 10h42 sur l'imprimante HP de mon père. Marc est devenu livide. C'est une réimpression, a-t-il lâché. Nous avons perdu l'original. Un fichier créé hier, ai-je demandé. Et l'encre est fraîche. S'il a 3 ans, pourquoi n'existait-il pas avant 24 heures? L'expression du gendarme s'est durcie. Monsieur, a-t-il dit en s'approchant. Avez-vous une autre preuve de résidence? C'est à l'intérieur, a crié Marc. Il y a plus, ai-je dit en tournant à l'onglet 4. Ma sœur Chloé dit qu'elle vit ici, n'est-ce pas? Je le confirme, a-t-elle hurlé. Oui. Tout en percevant l'aide au logement de l'État, j'ai remis les documents. Pendant 18 mois, elle a prétendu être une locataire à faible revenu payant un loyer à un propriétaire qui n'existe pas. 24 000 € de fraude. Le gendarme a comparé les formulaires au bail. On ne peut pas être propriétaire et locataire subventionné, ai-je dit en regardant mon père. Alors soit le bail est faux, soit votre fille a commis une fraude aux aides sociales. Laquelle est-ce? Il n'y avait pas d'issue. Centrale, a dit l'officier dans sa radio. J'ai besoin d'un superviseur. Falsification et fraude possible. Il a menotté Marc. Chloé n'a pas pleuré. Elle a regardé paniquée puis s'est jetée sur mon manteau. Elle a de la drogue, a-t-elle crié. Fouillez-la. Le gendarme a sorti un petit sachet de poudre blanche de la poche. Ma famille s'est détendue. Ils pensaient avoir gagné. J'ai sorti mon téléphone. Il y a une caméra dans ce bac à fleurs, ai-je dit. Voici le flux en direct sur l'écran.
Chloé a fouillé dans son soutien-gorge, a fourré le sachet dans mon manteau puis s'est tournée pour crier. L'officier a regardé la vidéo 2 fois. Vous êtes en état d'arrestation, a-t-il dit en serrant les menottes sur ses poignets. Isabelle est restée figée alors que son mari et sa fille étaient conduits vers des voitures séparées. Sortez de mon allée, lui ai-je dit. La dépanneuse est arrivée ensuite. Les plaques de la Lexus de marque étaient périmées. La voiture a été emmenée, la laissant seule dans la neige. Je suis entrée, j'ai barricadé la porte brisée, je me suis versé un verre de vin et j'ai ouvert le dossier étiqueté affaire 894. Famille 3 ans de preuve. Je l'ai fait glisser vers la corbeille. La maison semblait enfin calme, froide et propre. J'ai pris une gorgée. Cette histoire est une exploration fascinante de la justice personnelle et de la chute d'une dynamique familiale toxique. Ce qui rend ce récit si percutant en français, c'est la manière dont le cadre des Alpes apporte une atmosphère de huis clos glacé renforçant le sentiment d'isolement des antagonistes. Le personnage de Léa ne se contente pas de se venger, elle utilise ses compétences professionnelles pour démanteler méthodiquement les mensonges de ses parents. La précision technique concernant les métadonnées des imprimantes et les fraudes aux aides sociales ajoute une couche de réalisme qui rend la conclusion d'autant plus satisfaisante. C'est un rappel puissant que le sang ne justifie pas l'abus et que parfois la seule façon de se protéger est de couper les ponts de manière définitive. La trahison concernant l'assurance maladie et l'accident de voiture est sans doute le point de non-retour émotionnel qui justifie la froideur de Léa. En fin de compte, le chalet n'est pas seulement un bien immobilier mais le symbole de sa liberté retrouvée face à des prédateurs domestiques. Que pensez-vous de la réaction de Léa face à sa famille et auriez-vous été capable d'aller aussi loin pour récupérer ce qui vous appartient de droit ?